Mes chers compatriotes, aujourd'hui, la guerre qui sévit à l'est de notre pays nous impose un devoir de responsabilité. Il est temps de mettre nos égos de côté et de faire preuve de bon sens pour affronter ensemble l'agression rwandaise qui dure depuis plus de 30 ans. Dans ce contexte, une question essentielle se pose à nous tous. Qu'est-ce qu'un gouvernement d'union nationale? Voici ma réponse. Bien sûr, un gouvernement d'union nationale est un type de gouvernement où plusieurs partis politiques souvent opposés s'unissent pour gouverner ensemble. Ce type de gouvernement est généralement formé dans des situations exceptionnelles, comme une crise majeure, guerre, catastrophe nationale, crise économique grave, nécessitant une unité politique. Une impasse politique où aucun parti n'a la majorité et où un compromis est nécessaire pour gouverner. Une transition politique après un conflit ou une dictature afin d'assurer une période de stabilité avant des élections démocratiques. L'objectif principal d'un gouvernement d'union nationale est de mettre de côté les rivalités politiques pour travailler dans l'intérêt du pays. Cependant, il peut être fragile en raison des désaccords entre les partis qui les composent. Un exemple historique célèbre est le gouvernement de Winston Churchill au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, qui réunissait des membres des différents partis pour affronter la crise. Plus récemment, certains pays comme la Libye ou le Liban ont tenté ces modèles pour gérer des situations de transition politique. Oui, bien sûr, le gouvernement d'union nationale dirigé par Winston Churchill au Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale est un exemple emblématique de coalition politique formée en temps de crise. Voici une analyse approfondie de sa mise en place, de son fonctionnement et de son impact. Contexte de la formation 1939 à 1940. 1939 à 1940. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, le Royaume-Uni est dirigé par un gouvernement conservateur sous Neville Chamberlain. Toutefois, après l'échec de la politique d'apaisement face à Hitler et le désastre militaire en Norvège en avril 1940, Chamberlain perd le soutien du Parlement et de l'opinion publique. Le 10 mai 1940, le même jour où l'Allemagne lance son offensive contre la France et les Pays-Bas, Winston Churchill est nommé Premier ministre. Il prend immédiatement la décision de former un gouvernement d'union nationale comprenant le conservateur, son propre parti, les travaillistes, opposition de gauche, les libéraux, centre, des indépendants et experts militaires.
L'objectif était de rassembler toutes les forces politiques pour mener efficacement la guerre contre l'Allemagne nazie. Fonctionnement et principale figure du gouvernement. Dans ses cabinets, Churchill, bien que leader des conservateurs, a intégré des membres de l'opposition pour favoriser l'unité nationale. Parmi les figures clés, Clément Attlee, travailliste, vice-premier ministre à partir de 1942 et fut successeur de Churchill en 1945. Ernest Bevin, travailliste, ministre du Travail, il a joué un rôle clé dans la mobilisation de la main-d'œuvre pour l'effort de guerre. Anthony Eden, conservateur, ministre des Affaires étrangères chargé de la diplomatie internationale. Lord Beaverbrook, indépendant, responsable de la production aéronautique cruciale pour la bataille d'Angleterre. Herbert Morrison, travailliste, ministre de l'Intérieur gérant la défense civile et le bombardement allemand. L'union de ces différents partis a permis de renforcer la légitimité du gouvernement et d'assurer une coopération nationale sans conflit politique interne majeur. Décision clé du gouvernement. Sous Churchill, le gouvernement d'union nationale a pris plusieurs décisions majeures. Résistance absolue contre l'Allemagne, refus de négocier avec Hitler alors que certains politiciens y pensaient encore. Le fameux discours du 4 juin 1940, We shall fight on the beach, qui veut dire nous combattrons sur les plages, pour galvaniser la nation. La mobilisation totale de l'économie et de la société. Augmentation massive de la production militaire, recrutement des civils dans l'industrie et l'armée, organisation des rationnements pour soutenir l'effort de guerre, gestion des crises militaires, bataille d'Angleterre 1940, renforcement de la Royal Air Force contre la Luftwaffe. Aide à l'URSS après l'invasion allemande 1941. Débarquement en Afrique du Nord 1942 et coordination avec les Alliés. Diplomatie et alliances stratégiques. Renforcement des liens avec les États-Unis, signature de l'End-Lease Act 1941. Participation aux grandes conférences avec Roosevelt et Staline, Téhéran 1943, Yalta 1945. Fin du gouvernement d'union nationale 1945. Une fois la victoire contre l'Allemagne quasiment acquise, Churchill souhaitait prolonger le gouvernement d'union nationale après la guerre. Cependant, en mai 1945, les travaillistes ont quitté la coalition, préférant se préparer aux élections générales. En juillet 1945, Churchill et les conservateurs sont battus
aux élections par les travaillistes de Clément Attlee, qui forment un gouvernement majoritaire et mettent en place un programme de réformes sociales majeures. Création du NHC, nationalisation, etc. Impact et héritage du gouvernement d'union nationale. Unité politique réussie en temps de crise, ce qui a évité des divisions internes et renforcé la mobilisation de la population. Gestion efficace de la guerre avec un leadership décisif et des décisions stratégiques qui ont aidé à la victoire alliée. Transformation du Royaume-Uni avec une transition politique fluide vers l'après-guerre et l'émergence d'un État-providence. Cependant, l'Union a aussi montré ses limites. Les différences idéologiques entre conservateurs et travaillistes ont empêché la prolongation du gouvernement après la guerre. Churchill, bien que brillant en temps de guerre, était moins adapté aux défis de la reconstruction et des réformes sociales. En conclusion, le gouvernement d'union nationale de Churchill 1940 à 1945 a été une expérience unique dans l'histoire politique britannique. Il a permis de rassembler toutes les forces politiques pour affronter une crise existentielle, mais n'a pu survivre une fois la paix revenue. Malgré cela, il reste un modèle de leadership en temps de guerre, souvent cité comme un exemple de gestion des crises. L'idée d'un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo, face à la guerre persistante à l'Est, peut être une solution temporaire pour favoriser l'unité politique et faire face à la crise sécuritaire. Cependant, sa mise en place et son efficacité dépendraient de plusieurs facteurs clés. Analyse des avantages et défis. Les avantages d'un gouvernement d'union nationale en RDC: unité politique face à la crise. Cela pourrait permettre d'éviter une polarisation excessive entre l'opposition et le pouvoir, surtout dans un contexte où la guerre à l'Est menace la stabilité nationale. Une coalition politique plus large pourrait renforcer le soutien international et national pour des solutions à long terme. Meilleure gestion de la sécurité et des ressources. Si toutes les forces politiques travaillent ensemble, elles pourraient mieux coordonner les stratégies militaires et diplomatiques pour résoudre le conflit. Cela pourrait aussi faciliter une meilleure gestion des ressources publiques pour l'effort de paix. Légitimité renforcée. Le gouvernement d'union nationale pourrait donner un sentiment d'inclusion aux différentes communautés et partis politiques, réduisant ainsi les tensions internes. Il pourrait aussi améliorer la crédibilité du gouvernement face à la population et aux partenaires étrangers. Les défis et risques d'un gouvernement d'union nationale en RDC, en République démocratique du Congo. Divergence profonde entre les acteurs politiques.
Les partis de l'opposition et ceux au pouvoir ont souvent des visions très différentes sur la gestion du pays et des conflits. Arriver à un consensus sur les priorités serait un défi. Certains pourraient utiliser cette coalition comme une opportunité pour renforcer leur influence politique plutôt que pour résoudre réellement la crise. Risque d'un blocage institutionnel. Si le gouvernement est composé de forces opposées, la prise de décision pourrait être ralentie par des désaccords constants. Un manque de coordination et une instabilité interne pourraient rendre le gouvernement inefficace dans la gestion de la crise sécuritaire. Possibilité d'un détournement de concept. Certains gouvernements dans le monde ont utilisé l'argument de l'Union nationale pour neutraliser l'opposition et prolonger leur pouvoir de manière autoritaire. Il faudrait donc s'assurer que cette mesure soit appliquée de bonne foi avec une feuille de route claire pour une sortie démocratique après la résolution du conflit. Condition pour un gouvernement d'union nationale réussisse en République démocratique du Congo. Si la RDC veut adopter ce système, certaines conditions clés devraient être réunies pour éviter un simple partage du pouvoir sans résultat concret. Un accord clair entre les partis. Définir des objectifs précis, résolution du conflit à l'Est, réforme de l'armée, etc., pour éviter un simple partage de postes ministériels. L'intégration de toutes les forces politiques et de la société civile. Pas seulement les grands partis, mais aussi les représentants des communautés affectées par la guerre. Un engagement international pour superviser le processus, pour éviter des abus du pouvoir et garantir que le gouvernement reste focalisé sur la paix et la sécurité. Un cadre temporaire. Éviter que cette solution devienne permanente en fixant une date limite et des étapes claires pour un retour à un gouvernement normal après la crise. En conclusion, une option intéressante mais à bien encadrer, un gouvernement d'union nationale pourrait être une solution temporaire pour renforcer l'unité face à la crise sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Cependant, il ne doit pas être un simple prétexte pour un partage du pouvoir sans résultat concret. Si cette voie est choisie, elle doit être accompagnée de garanties solides, d'une vision claire et d'une volonté réelle de résoudre la guerre. Et toi, penses-tu que les leaders politiques en RDC sont prêts à collaborer sincèrement pour une telle solution? Voilà, mes chers compatriotes, est-ce que on a des hommes politiques au Congo ou des opportunistes? Voici la table d'essai. Merci beaucoup. Mes chers compatriotes, la leçon morale que je peux tirer de l'idée du président
Tshisekedi sur le gouvernement d'union nationale est celle de la responsabilité collective et du dépassement des intérêts personnels pour le bien commun. Face à une crise majeure comme celle de l'Est de la RDC, il n'est plus question de divisions partisanes, d'ambitions individuelles ou de calculs politiques. Le véritable patriotisme réside dans la capacité à s'unir, à faire preuve de solidarité et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Ceux qui s'abstiennent de soutenir cette démarche par indifférence ou par opportunisme portent une part de responsabilité dans la fragilisation de l'unité nationale. Leur refus d'agir équivaut à laisser perdurer le chaos alors que la situation exige engagement et cohésion. En somme, l'histoire juge toujours ceux qui, par égoïsme ou par manque de courage, se tiennent à l'écart quand la patrie les appelle.